Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des cheminots de la SNCF qui ont été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Alors je m'appelle Laurent Henker, je suis avocat. Je dirige un cabinet d'une quinzaine d'avocats entre Strasbourg, Paris et Marseille. J'ai moi-même deux spécialités, une en droit des personnes, de la famille et de leur patrimoine, et une autre en droit européen, droit international, ce qui m'amène à plaider fréquemment devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Alors, dans leur généralité, c'est une réalité prégnante, évidente, qui fait beaucoup de victimes, en France et à travers le monde. De manière plus factuelle, en France, nous avons depuis une quarantaine d'années des lois successives qui progressivement permettent de combattre ce qu'il faut appeler un véritable fléau. Les premières lois, c'est 1971, j'étais jeune avocat, et à l'époque, je militais entre autres au sein du MRAP, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, et à la Ligue des droits de l'homme, et nous avons fait les premières opérations de testing. C'est-à-dire, nous avons accompagné des personnes qui se voyaient refuser dans les restaurants, par exemple, le fait de se faire servir une bière ou un repas, ce qui se voit quand même moins fréquemment aujourd'hui. Nous avons obtenu les premières condamnations à l'époque. Ce qui montre quand même que on a pas mal avancé au niveau de la loi nationale. Au niveau européen, bien entendu, depuis que la Convention européenne des droits de l'homme est en vigueur et depuis que la charte de l'Union européenne, alors en deux mots, la Convention européenne des droits de l'homme est adossée sur la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, c'est l'Europe des 47 pays membres du Conseil de l'Europe. La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est l'Europe des 28, qui dépend, elle, de la Cour de justice de Luxembourg. Je donne ces points parce que je crois que c'est par le droit qu'on arrivera à faire avancer cette problématique, entre autres. Je parle du lieu de ma pratique professionnelle. Bien sûr, par ailleurs, il faut avancer sur les problèmes de prévention et sur les problèmes de protection des victimes, ce qui suppose aussi l'information du grand public et la formation des professionnels. Vous avez une certaine expérience dans ce domaine, vous nous dites que les lois ont bien évolué, c'est vrai que nous constatons peut-être moins de faits discriminatoires qu'auparavant. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la nation française et par expansion la communauté européenne apporte à ses citoyens une protection juridique suffisante dans des cas de discrimination, de racisme et de harcèlement moral, ou qu'il y a encore des efforts à faire ? Non, je pense qu'il reste beaucoup à faire. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui pour en discuter. Parce que si les lois existent, ça c'est vraiment, je crois, et là il y a eu beaucoup de progrès, sur le terrain, dans l'application de ces lois et de ces conventions, c'est là que les progrès restent à faire. Il faut bien comprendre, si on reprend l'exemple de la France, que le problème de la discrimination, c'est un délit. La discrimination est un délit qui est punissable par un article du Code pénal, que j'ai là sous les yeux, c'est l'article 225-1, constitue une discrimination toute distinction opérée entre personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leur activité syndicale, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Je lis le texte parce que, en matière pénale, on est dans une loi d'interprétation stricte où chaque mot compte. C'est-à-dire, un juge français ne peut pas vous condamner sur le plan pénal si l'infraction n'est pas constituée. Et l'infraction suppose quoi? Suppose avant tout
un élément textuel, c'est-à-dire il faut que la loi existe. Ensuite, il faut un élément factuel, il faut que les faits aient été commis. Et ensuite, la plupart du temps, il faut un élément, ce que les juristes appellent un élément moral, c'est-à-dire il faut qu'il y ait eu l'intention, effectivement, de commettre cette infraction. Donc sur le plan pénal, en France, contrairement aux pays anglo-saxons, on est dans un système de type inquisitoire. C'est-à-dire, en principe, vous déposez une plainte, et c'est au procureur de poursuivre ou de ne pas poursuivre. C'est ce que nous appelons l'initiative des poursuites appartient au procureur. Alors même s'il n'y a pas de plainte d'ailleurs, le procureur pourrait se saisir d'office. Alors, dans les cas que vous évoquez, je crois qu'il y a eu des plaintes de déposées qui n'ont pas été suivies des faits. Effectivement, donc il y a certains cheminots qui ont eu des rapports du défenseur des droits, donc qui est la plus haute autorité de lutte contre les discriminations. Il y a eu des inspecteurs du travail qui ont déposé plainte contre l'entreprise de la SNCF. Il y a pour certains eu des condamnations prud'homales définitives en leur faveur. Il y a un groupe de parlementaires qui a demandé à ce qu'une information judiciaire soit ouverte. Mais malheureusement, aujourd'hui, le procureur au pénal classe toutes les plaintes sans suite. Donc, on aimerait aussi avoir votre sentiment et votre expertise sur cette situation. Alors, le procureur peut classer sans suite. Soit s'il estime que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée, soit qu'il estime qu'il n'y a pas assez d'éléments factuels ou de témoignages pour avoir des éléments, des charges suffisantes pour envoyer ce dossier devant un tribunal correctionnel qui, lui, va dire si oui ou non le délit est constitué. Ça peut aussi être un classement d'opportunité, ce qui semble être le cas en l'espèce. C'est-à-dire, le procureur estime que dans le cadre de la politique pénale générale actuelle en France, il n'y a pas lieu de poursuivre ce type d'infraction-là. Alors il faut savoir qu'il y a un recours. D'abord, on peut faire appel par rapport à ce classement sans suite. Mais surtout, on peut faire une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen du juge d'instruction, qui, à ce moment-là, lui, ouvre une information judiciaire, une instruction, et à ce moment-là, prend les éléments à charge et à décharge, et ensuite peut rendre, s'il estime non pas un classement sans suite, mais ce qu'on appelle un non-lieu, s'il estime qu'il n'y a pas assez d'éléments à charge, ou alors renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel. Alors je ne connais pas l'affaire elle-même, puisque je ne suis pas l'avocat des victimes dans cette affaire, et donc nous, on répugne beaucoup à parler de dossiers qu'on ne connaît pas de l'intérieur. Donc ce que je vous donne ici, c'est des grands principes généraux. Cela dit, ça c'est l'aspect pénal des choses. Après, vous avez évoqué le prud'homme. C'est tout à fait un autre aspect. C'est l'aspect, en ce qui concerne le respect ou le non-respect en matière de droit du travail, où évidemment la non-discrimination est un élément essentiel, notamment par rapport à la protection que l'employeur doit à ses salariés. Et c'est là où, effectivement, l'inspection du travail, entre autres, intervient. Mais on peut très bien avoir une condamnation prud'homale sans pour autant avoir une condamnation pénale, puisque l'approche des magistrats dans un cas qui est l'aspect pénal, qui est d'interprétation stricte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut faire qu'on a un classement sans suite, alors que par ailleurs, on peut avoir tout à fait une condamnation prud'homale. Et trouve-t-on des cas similaires dans d'autres pays de l'Union européenne ou à échelle mondiale qui pourraient être similaires à ceux que l'on rencontre ici en France? Alors je ne connais pas à l'échelle mondiale, mais certainement. Par contre, au niveau de l'Europe, surtout de l'Europe des 47 dont je vous parlais tout à l'heure, devant la Cour européenne des droits de l'homme, nous avons plusieurs décisions de principe qui effectivement condamnent les pays qui n'assurent pas une protection effective de leurs citoyens par rapport aux problèmes de discrimination. Alors, il faut savoir que la Convention européenne des droits de l'homme comporte un certain nombre d'articles, dont un article spécifique à la discrimination, qui est l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit clairement « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Vous voyez qu'en fait,
le texte national est très proche de la définition que donne la Convention européenne des droits de l'homme. Alors on a eu des condamnations. Moi-même j'ai plaidé une affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, où par exemple la Bulgarie a été condamnée pour n'avoir pas respecté les droits religieux d'une minorité macédonienne qui vivait dans ce pays-là. La Belgique a été condamnée pour n'avoir pas respecté des minorités dans l'expression de leur langue spécifique. C'est-à-dire que la discrimination peut s'articuler, comme le dit le texte, à plusieurs niveaux. Donc il faut savoir que la discrimination est une problématique très large, qui est à la fois l'articulation entre le droit à la différence et le fait qu'à un moment donné, dans un certain nombre de systèmes, ce droit à la différence se retourne contre les gens qui sont différents et qui sont discriminés. Après, il y a le problème de la loi et il y a le problème du ressenti des victimes. Il y a des gens qui peuvent se sentir discriminés, alors que la loi ne prévoit pas forcément de discrimination à ce niveau-là. D'autres personnes qui sont discriminées et qui pour autant ne se sentent pas victimes de discrimination. Donc vous voyez, c'est une problématique à la fois juridique, nous articulons cela au niveau du droit, parce que l'avantage du droit, c'est que c'est un repère clair, net et précis. Et dans une société aujourd'hui, une civilisation, où de plus en plus nous avons une absence de repères, je crois que le droit permet d'être citoyen. Et il appartient, je pense, à tout un chacun de se saisir de cette problématique-là. Et tant que chacun ne se sentira pas concerné au quotidien par ces problèmes de discrimination, ça laisse la porte ouverte à tous les abus. Donc je crois qu'effectivement, il faut que les citoyens, il faut comprendre que les citoyens s'emparent de cette problématique parce que c'est l'affaire de tous. C'est pas que l'affaire des victimes. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer un vivre ensemble dans une république s'il y a des personnes discriminées et que les autres assistent en spectateurs à cette problématique sans se saisir de ce débat. Alors vous avez dit qu'il y a une enquête parlementaire, si j'ai bien compris, qui avait été demandée. Alors, le problème, c'est là, on est dans le législatif. Vous voyez bien qu'il y a différents niveaux. Vous avez bien entendu le judiciaire qui est totalement autonome, puisque par rapport à l'exécutif et par rapport au législatif. Alors, la loi a beaucoup avancé. L'enquête parlementaire permettrait peut-être de montrer que la loi n'est pas toujours très bien appliquée, loin de là. Et au niveau européen, est-ce que vous estimez aujourd'hui que la France, au niveau de la protection des droits sacrés de l'homme stipulés dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est-ce que vous pensez que la France se situe plutôt dans les premiers de la classe ou plutôt en tête de liste au niveau de cette protection apportée à ses citoyens? Alors c'est un problème compliqué parce que sur le plan des statistiques, la France est un des pays les plus condamnés à la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Mais cela veut peut-être aussi dire que les personnes qui sont victimes ont recours à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a énormément de recours, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans une tolérance zéro. Donc les statistiques à ce niveau-là ne veulent pas dire grand-chose. Je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a d'énormes progrès à faire dans le respect des droits de l'homme, tels qu'énoncés évidemment par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais surtout par la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, sur laquelle est appuyée la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire, on dit souvent la France, pays des droits de l'homme. C'est vrai que fondamentalement, à l'origine, donc au XVIIIe siècle, c'est tout l'acquis du siècle des Lumières du XVIIIe siècle, nous avons été en avance sur pas mal de pays. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont nettement en avance sur la France. Dans beaucoup de pays anglo-saxons, je pense qu'il y a sur le terrain, en tous les cas, les droits de l'homme sont mieux respectés qu'en France. Parce qu'en France, on reste dans une idéologie dominante. Je pense par exemple, on évoquait tout à l'heure la problématique aussi des discriminations liées, par exemple, au problème des violences faites aux femmes. Je prends cet exemple-là. Cet exemple-là permet de voir quoi? Que premièrement, le problème des violences faites aux femmes est traité au Conseil de l'Europe dans une plateforme qui s'appelle Égalité hommes-femmes.
Donc on n'est pas seulement dans un problème de violence, on est dans un problème anthropologiquement beaucoup plus complexe. Et, estime le Conseil de l'Europe, la violence faite aux femmes est en fait un problème de discrimination faite aux femmes, puisque ce sont essentiellement les femmes qui sont victimes de ces violences. Et sur le terrain, la loi du 9 juillet 2010 qui a été votée en France, notamment sur le harcèlement moral dans la vie privée, on se rend compte que cette loi n'est pratiquement pas appliquée, ou très peu appliquée, tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Et qu'à ce niveau-là, ça suppose une information du grand public pour demander que les droits soient appliqués, mais surtout une formation des professionnels. Et la loi du 9 juillet 2010 avait prévu la formation des professionnels qui a été très peu faite. Et donc, pouvoir discerner, parce que c'est souvent des problèmes de discernement dans les problèmes de discrimination, dans les problèmes de violence, notamment quand elles sont psychologiques, ça suppose une formation des professionnels. Alors nous avons depuis peu en France une convention, et je reviens à l'Europe, parce que je crois qu'on ne peut pas raisonner aujourd'hui simplement à l'échelle d'un pays, c'est bien au niveau européen et au niveau mondial, dans le cadre de la mondialisation, que doivent se traiter ces problèmes. Mais en Europe, nous avons une convention dite d'Istanbul de 2011 qui s'appelle Convention de lutte contre les violences domestiques et notamment les conséquences sur les enfants témoins de violences. Et cette convention a été votée. Il a fallu attendre 2014 pour qu'enfin elle soit ratifiée par la France. Donc vous voyez que la France elle-même souvent prend du temps avant de ratifier les conventions européennes qui concernent les droits de l'homme. Elle a mis 3 ans pour le faire, alors que d'autres pays l'avaient fait bien avant elle. Et ensuite, elle n'est entrée en vigueur que depuis le 1er août 2014. Et actuellement, elle est quasiment, c'est récent, mais pratiquement pas appliquée sur le terrain. Ce que l'on peut remarquer dans vos propos, c'est un manque d'application des lois existantes. Est-ce que vous pensez cependant que les lois existantes sont assez dissuasives, justement, en termes de discrimination, de racisme et d'harcèlement moral? Je pense que si elles étaient appliquées, oui. Parce que, quand vous voyez les peines encourues quand même en matière de discrimination, ce sont quand même des peines relativement importantes. Et donc, je pense que si on appliquait vraiment les lois sur le terrain, oui, elles seraient dissuasives, bien entendu. Avez-vous déjà été victime ou témoin de propos discriminatoires, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou dans le monde professionnel dans lequel vous évoluez actuellement? Personnellement, j'ai jamais été, je pense, victime de discrimination, enfin, tel qu'énoncé ici. Alors après, on peut avoir des ressentis. Moi, je suis issu d'un milieu modeste, donc c'est vrai qu'on peut avoir parfois des ressentis dans un système de valeurs où tout est lié à l'argent, d'être discriminé parce qu'on n'a pas d'argent. Mais ça, c'est plutôt des ressentis, parce qu'à ce moment-là, la discrimination, tout le monde est toujours discriminé à ce moment-là par rapport à quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de ça. Personnellement, je n'ai jamais, été discriminé. Par contre, bien entendu, je suis témoin en permanence de discrimination. Là, j'ai sous les yeux le dernier dossier que je viens d'instruire, qui est le dossier de M. Zahir Kedadouche, qui était ambassadeur, parce qu'il vient de démissionner, ambassadeur de la France en Andorre, donc un poste important, et qui déjà au moment de sa nomination a eu des difficultés très proches de discrimination, voire complètement discriminatoires, en raison de ses origines liées à la connotation de son nom. C'est ce qu'on appelle en français, si vous voulez, issu de la diversité. Moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce qu'on est tous divers, et heureusement qu'on n'est pas uniforme. Zahir Kedadouche est né à Tourcoing, donc c'est un Français, sauf que il s'appelle Zahir Kedadouche, donc c'est pas un nom à connotation, j'allais dire, française d'emblée, puisque ses parents, eux, effectivement, étaient kabyles, algériens, mais lui, il est français, et il n'a jamais connu, en fait, que la France. Il n'a jamais mis les pieds, même en Algérie. Il ne parle pas l'arabe. Il a fait toutes ses études en France, et il a réussi. C'est absolument extraordinaire, d'ailleurs, cette réussite. Il devient enseignant, il devient inspecteur général de l'éducation nationale, il devient ambassadeur. Et à ce stade-là, on se rend compte qu'on arrive à ce qu'on appelle le plafond de verre.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans certaines catégories sociales, on ne peut plus avancer. Parce que l'ascenseur social bloque. Hein. Et il a été victime tellement de discrimination qu'il a fini par démissionner d'un poste important. Une plainte est en cours chez le procureur de la République. Hein. Et la discrimination a consisté notamment, lorsqu'il est arrivé à Andorre, à ce que, par exemple, des personnes qui étaient en poste ont estimé ne pas devoir le servir comme l'était l'ancien ambassadeur. Donc il y a une discrimination évidente. Lorsqu'il était question de le nommer à un moment donné consul à Anvers, en Belgique, avant qu'il soit ambassadeur, on a estimé que peut-être qu'une personne avec des noms à consonance arabe, voire musulmane, alors qu'il n'est pas du tout religieux, ferait peut-être mauvais effet à Anvers, parce que c'est une ville, d'après ce qu'il dit, hein, et d'après, qui semble-t-il, qui ressort du dossier, à connotation où il y a énormément de juifs, et que peut-être les partis politiques extrémistes flamands pourraient attiser une problématique dans ce consul français qui a un nom à consonance arabe dans une ville où il y a beaucoup de juifs. Et donc, finalement, il était nommé à Liège. Voilà des cas concrets de discrimination au plus haut niveau de l'État, puisqu'il s'agit du Quai d'Orsay. Il s'agit du Quai d'Orsay. C'est très dommage. Voilà. Donc vous voyez que c'est à tous les niveaux que ça se joue. Et qu'aujourd'hui, en France, il reste énormément de progrès à faire, encore une fois, sur le terrain. Alors on vous dira, oui, mais au Quai d'Orsay, il y a aussi des personnes qui sont d'origines diverses, qui travaillent au quai, etc. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire, il ne faut pas faire l'amalgame, ça ne veut pas dire qu'une personne en particulier n'a pas été victime de discrimination, comme je le suppose à la SNCF. Il y a sans doute des personnes qui travaillent et qui sont issues de la diversité, qui ne sont pas forcément issues de victimes de discrimination, ou alors qui le vivent autrement, ou en tout cas qui peut-être ne le dénoncent pas. Parce qu'après, il y a tout le débat, qui va oser aller, alors qu'il a un travail, aller contre son employeur pour dénoncer des faits de discrimination, alors qu'on sait qu'il y a une espèce d'omerta dans telle ou telle entreprise, ou dans telle ou telle fonction, dans telle ou telle administration. Ce que je retiens aussi de votre discours tout à l'heure, c'est que vous avez dit que c'est un combat qui doit être mené par tous les citoyens. Ça rejoint totalement le slogan de notre association qui est « La violence recule là où la solidarité avance ». Donc d'une part, je vous remercie au nom de l'association pour cette belle expertise de ces témoignages que vous venez de mettre en avant. Et je voulais savoir si éventuellement à l'avenir nous pourrions compter sur votre solidarité pour de futures démarches administratives afin de venir en aide à ces victimes de violences psychologiques. Oui, bien entendu, nous avons tous une obligation citoyenne par rapport à cette problématique. Moi-même, j'ai toujours milité au sein d'associations, parce que je crois que c'est dans le milieu associatif qu'on peut avancer ensemble. Les individus seuls ne peuvent rien. Et l'association est faite pour ça. Moi-même, j'ai créé d'ailleurs une structure qui s'appelle l'IFRAV, l'Institut de formation recherche action contre les violences, où on articule toutes les formes de violence. C'est-à-dire, aujourd'hui, en France, on morcelle énormément les problématiques. C'est-à-dire, vous avez d'un côté les violences faites aux femmes. Ensuite, on parle des violences faites à l'école. Ensuite, on parle des violences dans l'entreprise. Ensuite, on parle des violences routières. Ensuite, on parle des violences dans le sport. Ensuite, on parle de la violence urbaine, avec les discriminations. Ensuite, on parle des violences écologiques. On parle des violences économiques. Nous pensons que c'est un tout. Et que le fait de morceler, en fait, isole d'autant plus les individus et finalement, très souvent, les personnes qui sont censées vous accompagner pour réparer les victimes, je parle de la réparation pas seulement juridique, qui est plutôt, quand elle aboutit, sous forme d'indemnisation, mais il y a aussi de la réparation psychologique, c'est-à-dire par les personnes qui accompagnent les victimes, qui souvent sont traumatisées, que souvent ce travail est mal fait, ou que souvent, non seulement est mal fait, mais que souvent les plaignants ou les victimes vont se voir retourner contre eux le fait d'avoir osé dénoncer telle et telle chose. Et donc,
apparaît à ce moment-là ce que nous appelons une violence institutionnelle, c'est-à-dire une violence de l'institution qui non seulement ne répare pas, mais rajoute de la violence à la violence initiale. Et ça, c'est absolument insupportable. Et là, je crois que de plus en plus, il faut aussi dénoncer le fait que un certain nombre peut-être de personnes qui sont censées accompagner les victimes ne font pas leur travail, ne vont pas jusqu'au bout de leur travail pour telle ou telle raison. Vous avez parlé tout à l'heure du procureur qui ne fait pas aboutir les plaintes de manière assez systématique. C'est une véritable violence institutionnelle. La manière dont les victimes ressentent ça, évidemment, est absolument intolérable. Je vous remercie énormément encore pour ce témoignage, cette expertise. Je vous dis à très bientôt pour, j'espère, une collaboration qui pourra rendre les choses encore plus efficaces dans cette protection apportée aux citoyens. Merci encore et à très bientôt. À très bientôt, merci. Bonsoir Zahir Kedadouche. Bonsoir. Vous avez démissionné de votre poste d'ambassadeur de France en Andorre il y a quelques semaines et vous expliquez dans une lettre à François Hollande en date du 5 mars que vous partez pour les discriminations racistes et sociales que vous avez subies de la part du Quai d'Orsay. Alors une démission d'ambassadeur ce n'est pas courant, une démission pour ce genre de raison ce n'est pas banal. Zahir Kedadouche, quelles sont ces discriminations que vous avez subies? Vous savez, le Quai d'Orsay est resté une maison très conservatrice et qui a du mal à accepter la diversité. Ça a commencé il y a quelques années quand j'étais candidat sur un poste de consul, où on m'a fait pour la première fois de ma vie comprendre que mon nom était différent, gênant, pour pouvoir accéder à des postes à responsabilité. Je suis resté silencieux pendant un certain nombre d'années. Les faits se sont répétés par la suite. Concrètement, on va expliquer de quoi il s'agit. Quand vous avez été pressenti pour le poste de consul général à Anvers, mais vous imaginez que on vous a dit que la communauté juive était tellement importante. On m'a dit non seulement que votre nomination serait ressentie comme une provocation. Mais vous vous rendez compte, on a anticipé qu'une communauté pouvait réagir en fonction d'un nom. Dans la République française aujourd'hui, c'est inadmissible. Et effectivement, je l'ai accepté et j'ai dû changer de poste. Vous vous êtes retrouvé à Liège. Et je me suis retrouvé à Liège où j'étais très heureux. Mais vraiment, je regrette que le nom. Mais j'ai laissé des traces écrites au ministre que j'avais interpellé à l'époque et tous les gens de l'administration française qui en étaient au courant. Mais pour bien comprendre, Zahir Kedadouche, quand vous dites l'administration du Quai conservatrice, c'est une partie d'entre elles. Ce sont des fonctionnaires, des conseillers politiques, un ministre, c'est qui? Non, ce sont des fonctionnaires qui considèrent qu'ils sont intouchables, que le Quai d'Orsay est une forteresse et où ils peuvent décider ce qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de réagir. On m'a proposé d'autres postes d'ambassadeur pour me taire. Je les ai refusés. Je ne peux pas accepter ce combat que je mène, c'est sur les valeurs, sur la République. Un petit noyau de fonctionnaires a sali la France, a sali la République et ses valeurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la République de bien vouloir me recevoir et de lutter très fermement contre les discriminations qui sembleraient être une des priorités de ce gouvernement. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre dernier poste d'ambassadeur de France en Andorre? Parce qu'on a du mal à penser que Andorre est une plateforme et un foyer d'antisémitisme et de racisme vraiment très très actif. Pourquoi, tout d'un coup, vous avez décidé en janvier de faire savoir à l'État que vous vouliez quitter vos fonctions que vous occupiez depuis près de 2 ans? Un fonctionnaire du Quai d'Orsay, présent depuis 40 ans au Quai d'Orsay, dans cette maison, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu céder sur son comportement, a tenu des propos racistes à l'égard d'un certain nombre d'agents et a tout fait pour m'empêcher de travailler dans de bonnes conditions. J'ai demandé à l'inspection de venir faire un constat. Non seulement l'inspection a considéré qu'il n'y avait rien, mais elle a fait un chantage. Concrètement, c'était votre numéro 2, hein, mon numéro 2. À l'ambassade. L'inspection qui représente le ministre a fait un chantage en me demandant de retirer ma plainte. Je me suis tu par loyauté vis-à-vis de mon ministère et le devoir de réserve, mais aujourd'hui je me sens libre pour parler et dénoncer ce qui se passe dans l'administration générale. Mais ça s'est traduit par quoi? Par des propos, par des actes, par des brimades, par des blocages? Vous avez ressenti de la résistance de sa part? Quand on demande un travail de sabotage? Mais c'est un travail de sabotage permanent avant que je n'arrive. Quand on dit à la cuisinière qui est là depuis 25 ans, surtout vous ne le servez pas. Quand on dit au chauffeur, surtout il faut qu'il paye l'essence. Quand vous demandez de me faire payer les péages et une humiliation quotidienne d'un collaborateur qui refuse de travailler avec vous avant que je n'arrive en poste. Le numéro 2 dit ça au chauffeur et à la cuisinière pour l'ambassadeur, à propos de l'ambassadeur. Oui. Quand mon prédécesseur décide d'avoir un visa pour une personne et que le même conseiller
considère que la personne ne peut pas avoir de visa parce qu'il est étranger et qu'il est âgé et que ça va coûter cher à la sécurité sociale française s'il tombait malade, voilà, quand j'entends le ministre nous dire que ce qui se passe me concernant est sans fondement, je crois qu'il se trompe. Il devrait vraiment regarder autour de lui. Il y a une élite qui se comporte mal dans la société française. Et je pense qu'il faut la dénoncer. Le porte-parole du Quai d'Orsay même allait plus loin en disant que vos propos étaient inadmissibles à propos de l'administration. Il a dit qu'ils étaient inacceptables. S'ils sont inacceptables, qu'ils fassent comme moi. Moi, j'ai porté plainte devant le procureur de la République. Si mes propos sont inacceptables, qu'ils réagissent. Il y a la justice. À quoi j'ai fait appel? Moi, j'ai pas fait du tout appel à la violence. La violence institutionnelle, c'est moi qui l'ai subie. Vous pensez que ça fait plaisir pour un Zahir Kedadouche, fils d'immigrés algériens, d'Aubervilliers de la Seine-Saint-Denis, qui a été nommé ambassadeur, qui est fier de son pays, fier de représenter l'image de la France à l'étranger, de devoir quitter son poste? Mais est-ce que, Zahir Kedadouche, vous n'avez pas un petit peu fait un pari audacieux sur ce que un ambassadeur pouvait réformer de sa place? Est-ce qu'il pouvait réformer l'État? Est-ce qu'il peut réformer le fonctionnement du quai? Et est-ce qu'en fait, vous ne faites pas le constat aujourd'hui que vous êtes un élément d'une administration qui est sans doute un petit peu immobile? Oui, mais nous sommes nombreux à rentrer en dissidence. Il faut que les hauts fonctionnaires rentrent en dissidence. Je demande au ministre, au secrétaire général, au directeur général de l'administration, de ne pas cautionner. Malheureusement, des faits de racisme avérés et de discrimination existent. Ils ont été couverts par l'administration du Quai d'Orsay. Alors du coup, vous portez l'affaire en justice, ça veut dire quoi? Ben moi, on attaque l'État pour propos racistes. Oui. J'ai saisi le procureur de la République par l'intermédiaire de mon avocat et on verra ce qu'il décidera. Il faut que vous sachiez que le Quai d'Orsay vient d'être condamné pour une discrimination à caractère politique envers Yves Marek, haut fonctionnaire de l'État français, condamné. Une condamnation judiciaire. J'espère que la même chose arrivera au Quai d'Orsay sur les discriminations raciales qui sont difficiles à démontrer. Très difficiles, les gens vous disent pas ça l'arabe. Mais les gens, c'est une suite de successions de faits qui se sont passés. Vous savez, quand le soir du second tour, vous avez 2 collaborateurs du président Nicolas Sarkozy qui sont nommés et que vous êtes toujours le dernier des 22 ambassadeurs à ne pas être nommé, vous pouvez vous interroger. Et surtout quand les choses se sont reproduites. En même temps, l'État, Zahir Kedadouche, c'est le président de la République, François Hollande aujourd'hui, c'est le ministre des Affaires étrangères de votre tutelle, Laurent Fabius, 2 personnes que vous ne pouvez pas soupçonner de cautionner des démarches racistes. Jamais, au contraire, puisqu'ils ont décidé de faire de la priorité de la discrimination du quinquennat, j'en appelle au président pour qu'il prenne des mesures fortes, non pas symboliques, concernant la place de la diversité dans la société française. Au fond, regardez, l'équipe de France de football à laquelle va participer de la Coupe du Monde, elle représente la France dans sa diversité. Le Quai d'Orsay ne représente pas la France. Le nombre de femmes au Quai d'Orsay, c'est une honte. Mon combat, c'est aussi celui de la place des femmes, la place des handicapés, la place des gens issus de l'immigration, la place des fils de prolétaires, des fils d'ouvriers. Il y en a pas. Dans votre lettre à François Hollande, vous allez jusqu'à citer le très beau poème d'Aragon sur le groupe Manoukian. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 étrangers, la France en s'abattant. Vous en faites pas un petit peu trop là quand même, Zahir Kedadouche? Il n'y a pas eu mort d'homme dans votre cas? Non, mais les symboles, vous savez, la poésie c'est important. La poésie c'est très important, la littérature française c'est important. Ça fait partie du patrimoine français. Et je crois que Aragon et les paroles qu'il portait et le groupe Manoukian et le combat qu'il a mené, je crois qu'il faut continuer à le mener. Il n'est pas simplement sur l'importance des postes qu'on peut avoir. Il est sur ce combat qu'on mène dans un contexte difficile. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des jeunes issus de l'immigration, qui est une très mauvaise image de notre administration. Moi, je veux l'inverse. Je veux que les Mustapha, les Mouloud, les Rachida, les Boubacar et toutes les femmes aient leur place, même au Quai d'Orsay. C'est un constat d'échec pour vous, la diplomatie dans une ambassade plus jamais? Non, pas du tout. C'est pas un constat d'échec. Le combat que je mène, il est noble. Je suis fier de nommer ce combat. C'est un combat pour la France, pour la République, pour ses valeurs. J'aime mon pays. C'est parce que j'aime la France que je dénonce. C'est une petite partie de fonctionnaires qui se sont mal comportés, qui encore aujourd'hui se comportent mal. J'ai beaucoup d'exemples maintenant qui remontent et j'adresse toutes ces personnes d'écrire à l'ifrav.fr pour faire constater cette violence institutionnelle. On ne peut pas continuer ainsi. Et mon cas, il est exemplaire. Merci Zahir Kedadouche d'être venu dans Europe Nuit.